Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champs visuels. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peintures, photographies, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Angelica Maria Mateus Mora, Cinéma et audiovisuel latino-américain. L'Indien, Images et conflits 2012. Daniel Weil, Mouchette de Robert Bresson ou le cinématographe comme écriture 2012. Claude Audin, Murnau ou les aventures de la pureté 2012. François-Émy de la BRETEQUE, Emmanuel André, François Jost, Raphaël Moine, Guillaume Soulez, Jean-Philippe Trias, dire Cinéma et audiovisuel se réfléchissent. Réflexivité, migration, intermédialité 2012. Catherine Brunet, Le monde d'Ettore Scola. La famille, la politique, l'histoire 2012. Angela Biancafiore, Pasolini, Devenir d'une création 2012. Vincent Heristchi, La vidéo contre le cinéma. Neige électronique. Tome 1 2012. Vincent Heristchi, Entre vidéo et cinéma. Neige électronique. Tome 2 2012. Florent Barrère, Une espèce animale à l'épreuve de l'image. Essai sur le calmar géant 2012. Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza, sous la direction de Lola Montes, lecture croisée 2011. Élodie Perrault, Le cycle des telenovelas au Brésil. Production et participation du public 2011. Avant-propos. Le texte qui suit est issu de mon mémoire de master intitulé « Habiter le lieu », approche phénoménologique du cinéma d'Andreï Arsenievitch Tarkovsky, préparé sous la direction de M. Dominique Château et soutenu en septembre 2011. Il a été renommé du titre que porte désormais ce livre, pour des raisons de clarté et d'accessibilité au lecteur. Les motivations de sa première appellation étaient d'annoncer avec précision ce qui allait suivre, et permettre au texte d'éclairer au fil de l'exploration ce titre aux allures de problématique. Certains paragraphes de l'étude que vous vous apprêtez à lire font encore référence à celui-ci. N'en soyez pas surpris et gardez seulement en tête le fait qui vient d'être énoncé. Il ne doit pas être un frein à la lecture et facteur d'impossibles allers et retours. J'invite toute personne soucieuse d'appréhender mon raisonnement à visionner de nouveau les films d'Andreï Tarkovsky auxquels je fais référence pour plus de confort vis-à-vis de mes analyses, malgré toute la régularité que j'ai pu tenter de fournir dans mes descriptions pour susciter l'imagination du lecteur. De même ai-je indiqué chaque fois que ce fut possible, le timecode en note de bas de page des séquences, scènes ou plans auxquels je renvoyais. Remerciements. Je tiens à remercier Dominique Château et Céline Semama, premiers lecteurs de ce texte et jury lors de ma soutenance qui m'ont encouragé à le publier et pour leurs précieux conseils. Siit Alexis, Eitotelu. Introduction. À la suite de 2 années à l'Institut d'études orientales où Andreï Tarkovsky étudie la langue arabe, il entre à l'Institut des mines où il étudie les spécificités des métaux, mais y met rapidement un terme pour accompagner une expédition de géologues en Sibérie orientale, dans le Krasnoïarsk Kraï, un territoire qui s'étire sur 3000 km de l'océan Arctique aux frontières de la Mongolie. À son retour, il décide de s'inscrire au VGIK, l'Institut du cinéma de Moscou, chose qui était devenue pour lui une évidence. Aujourd'hui, son œuvre reste connue pour l'attention qu'il porte aux détails des choses et aux substances qui les composent. C'est entre autres de sa formation géologique qu'il tire ce sens aigu de l'observation de la matière spatiale, où il a pu côtoyer les espaces démesurés des steppes où on ne croise plus âmes qui vivent avant des centaines de kilomètres, arpenter les confins de la taïga et subir la rudesse du climat de Touroukansk au bord de la Koureïka. À cette époque, Andreï Tarkovsky couche dans un album des croquis de la traversée de ce lieu sibérien infini, pays chéri des topographes pour l'imprécision de ses frontières et la multiplicité de ses formes.
Une expérience que le réalisateur reconnaîtra avoir été déterminante dans sa décision de devenir cinéaste. Le journal qu'il tint entre 1970 et 1986 nous dépeint une vie de voyage, bon gré mal gré, à la recherche de pied-à-terre entre chaque tournage. Un sentier emmailloté des lieux refuges de ses résidences d'Ignativo, Dacha de son enfance, et de Miasnoye. Image de paradis terrestre intemporel qu'Andrei Tarkovsky ne cessera d'essayer de bâtir, en vain comme nous indique la page du 13 septembre 1986, où il croque la maison qu'il projette de construire à Roccabegna, quelques mois avant sa disparition, et qu'il titre rêveusement « La maison que je n'habiterai jamais ». C'est entre la Russie d'où il s'exile, l'Italie, la France et la Suède qu'il passe sa vie à pratiquer l'espace, celui-là même qui semble l'avoir marqué au point qu'il soit présent sous forme d'histoire dans un élan, en filigrane, proche de l'autobiographie. L'espace est une notion fondamentale de la vie. Il est pour l'homme le médium de son déplacement, terreau de sa naissance à sa mort, support de son environnement, de son corps et de sa présence. Il est le centre de l'activité humaine, ce qu'il chasse, ce qu'il cultive et ce qu'il boit. Et à défaut de ne pas être le sujet des histoires que se racontent les hommes, il est au cœur de l'intrigue, de l'action et de ses effets. Le cinéma est une invention qui capte cet espace martelé, façonné, décoré des histoires, qui cherche à découvrir par la lumière l'ombre entre les choses et les personnages. Il est un dispositif de mise en scène d'un espace pour ces histoires, et un moyen de le fractionner, de choisir où, quand et comment. Parmi toutes les manières de représenter le monde, l'agilité qu'offre le cinéma permet de multiplier à l'infini les possibilités de jouer de l'espace. Traiter de l'espace pur, chez Tarkovsky est une entreprise difficile tant le réalisateur a su déployer ses dimensions, notamment en soulignant sa valeur temporelle, d'où peut-être le nombre élevé d'études sur le sujet de la temporalité dans l'œuvre du cinéaste. Son ouvrage Le temps scellé qui est peut-être aussi à l'origine de cet engouement et par la suite le départ de beaucoup de réflexions sur son cinéma, ne contient-il pas la formule célèbre « sculpter le temps » ? Car la temporalité dans le cinéma de Tarkovsky est une dimension travaillée dès la base du récit. Chaque histoire ne fait-elle pas ressurgir de multiples passés qui s'entrechoquent avec les réalités présentes des personnages, invoquent leur mémoire, donnent le temps pour certaines choses et le reprennent pour d'autres ? Ce maillage complexe est ce qui fait toute la force des récits tarkovskiens. Or, une telle concentration sur le matériau temporel n'est pas sans répercussion sur l'espace. Le cinéma permet qu'il soit plus ou moins longtemps à l'image, plus ou moins accéléré, plus ou moins récurrent dans l'histoire. Et c'est sur cet aspect des choses que notre attention doit se porter. Il y a d'ailleurs dans les lignes de son livre des pistes pour l'étude d'une spatialité tarkovskienne, peut-être autant dans les chapitres théoriques et esthétiques que dans les récits des tournages de ses propres films, véritable mine d'or pour la compréhension de sa mise en scène de et dans l'espace. On ne peut pas, par exemple, entrer dans une maison inconnue et commencer à tourner là tout de suite une scène répétée ailleurs. Cette maison est étrangère, habitée par des inconnus, ce qui n'aide en rien à s'exprimer un personnage venu d'un univers différent, nous dit lui-même le réalisateur qui confirme l'importance du lieu de tournage et de l'interaction avec le reste de l'équipe, de même la nécessité de respecter le décor et de s'en inspirer pour rendre à la scène toute sa force. Tarkovsky raconte à ce propos une anecdote sur le tournage du Miroir. Tous les membres de l'équipe allèrent chaque jour attendre le lever du soleil ou voir le lieu sous différentes lumières, pour mieux ressentir ce qui le caractérisait. Nous voulions nous imprégner des sensations de ceux qui l'avaient habité et qui avaient vécu là. Ici, le cinéaste relie les notions d'espace et de vécu, et c'est précisément ce que nous voulons analyser. Maurice Merleau-Ponty évoque avec justesse que l'espace est existentiel et l'existence spatiale. Or l'analyse du cinéma de Tarkovsky doit suivre le chemin du mode d'habiter l'espace du lieu des entités du film, des personnages, de leur évolution dans cet espace et des rapports phénoménologiques qu'ils entretiennent avec celui-ci, et procède donc en une étude des rapports entre espace et existence. On parle de phénoménologie parce qu'il faut considérer ici l'espace comme phénomène physique qui enchaîne les réactions psychologiques de l'homme à l'origine de son déplacement spatial, ce qui motive son action. Aller là-bas, fuir, se cacher, entrer, sortir, monter, descendre. Toute réponse en réalité à ce que lui communique l'espace en termes de choix de cheminement. Et quels sont ces cheminements ?
Et quels sont leurs dispositifs d'apparition? Si la méthode d'investigation phénoménologique prime, c'est parce qu'elle semble être la plus à même de rendre compte des réalités de l'image que nous voulons élucider. Que faut-il entendre par phénoménologie? On pourrait parler d'une science du phénomène, c'est-à-dire de ce qui apparaît, de ce qui se manifeste au sens ou à la conscience, tant dans l'ordre physique que dans l'ordre psychique. Mais pour préciser encore cette définition trop généraliste, il faut recourir aux textes des phénoménologues qui eux-mêmes par le passé ont eu à définir la méthode qui animait leurs recherches. Maurice Merleau-Ponty, auteur de Phénoménologie de la perception, nous dit ainsi dans son chapitre intitulé Le champ phénoménal les lignes suivantes. Le premier acte philosophique serait donc de revenir au monde vécu en deçà du monde objectif, puisque c'est en lui que nous pourrons comprendre le droit comme les limites du monde objectif, de rendre à la chose sa physionomie concrète, aux organismes leur manière propre de traiter le monde, de retrouver les phénomènes, la couche d'expérience vivante à travers laquelle autrui et les choses nous sont d'abord données. La rigueur que s'impose le philosophe est nécessaire pour ne pas perdre le fil des phénomènes. Son ouvrage en est la preuve formelle. Chaque chapitre est appuyé d'exemples cliniques sur des sujets humains de manière à démontrer avec toujours plus de précision les théories de manière pragmatique. Il faudrait donc pouvoir, comme le dit le texte, retrouver les phénomènes à travers lesquels les choses nous sont données, c'est-à-dire d'aller à l'immédiat de la chose comme phénomène, comme apparition à notre perception, pour trouver la vérité qu'elle exprime par sa spatialité. Mais là où Merleau-Ponty décryptait des comportements proprement humains au recours de faits psychologiques et physiologiques, nous devrons au contraire porter toute notre attention sur le matériau propre à l'image cinématographique, en définitive sur le champ phénoménal du médium. Mais passer de l'étude du réel à l'étude d'un art n'est pas, on s'en doutera, sans mutation quelconque. Gaston Bachelard, phénoménologue de l'image, a passé une grande partie de sa vie à étudier le champ phénoménal poétique en sachant interpréter lucidement les grands textes européens sans toutefois perdre les acquis de sa formation scientifique, ce qui lui doit toute la valeur de sa méthode. Rigoureuse dans ses observations sans omettre la dimension artistique et par là même la voix de l'artiste. C'est dans son ouvrage La poétique de l'espace qu'il en donne une description qui saura éclairer notre approche. Il faut être présent à l'image dans la minute de l'image. Dans l'adhésion totale à une image isolée, très précisément dans l'extase même de la nouveauté de l'image. Seule la phénoménologie, c'est-à-dire la considération du départ de l'image dans la conscience individuelle, peut nous aider à restituer la subjectivité des images et de mesurer l'ampleur, la force, le sens de la transsubjectivité des images. Nous voulons examiner des images bien simples, les images de l'espace heureux. Nos enquêtes mériteraient dans cette orientation le nom de topophilie. Elles visent à déterminer la valeur humaine des espaces de possession, des espaces défendus contre des forces adverses, des espaces aimés. L'espace ainsi saisi par l'imagination ne peut rester l'espace indifférent livré à la mesure du géomètre. Il est vécu. C'est subséquemment dans une nouveauté de l'image que notre approche va devoir se situer, sans qu'elle puisse être polluée par quelque considération extérieure. Dans cette analyse, il faut aller plus loin que l'espace euclidien, celui du géomètre dont parle Bachelard, et creuser l'espace dans toutes ses dimensions. Cependant, dans notre cas, ce n'est pas seulement cet espace heureux qu'il faudra étudier, mais autant le personnage que le lieu et l'un par rapport à l'autre via leur subjectivité. Or chez Tarkovsky, et c'est la raison pour laquelle il paraissait primordial de s'intéresser à sa pensée de l'espace, le lieu aussi possède une subjectivité. Le cinéaste rend compte de sa présence, de son existence, de sa position par rapport au monde comme aussi du personnage, par ses choix d'espace, de prise de vue et de montage. C'est pourquoi on peut également formuler cette recherche comme étant une étude sur le personnage vivant et l'espace vécu, au cinéma. Éclaircir l'être dans l'espace. Penser l'inertie spatiale et ontologique des entités et creuser l'espace à la recherche de sa dimension la plus humaine. Et le fait que la phénoménologie bachelardienne soit orientée vers la sphère poétique ne doit donc pas être un frein au recours de sa méthode pour le cinéma, car Andreï Tarkovsky a toujours su placer la poésie au centre de sa réflexion, jusque dans la conception de ses films. La liaison et la logique poétique au cinéma, voilà ce qui m'intéresse. Et n'est-ce pas ce qui convient le mieux au cinéma,
de tous les arts celui qui a la plus grande capacité de vérité et de poésie. Cette phrase écrite par le réalisateur témoigne de son intérêt pour l'image poétique, mais surtout de l'influence généalogique de la famille Tarkovsky et plus particulièrement de son père, Arseny Tarkovsky, traducteur et poète. Lors de cette étude sur Andreï Arsenievitch Tarkovsky, on aura recours à des extraits des travaux du père et plus particulièrement des vers qui résonnent avec les images analysées. Mais le but n'étant pas l'étude généalogique ou comparative, il faudra entendre et puiser dans ces images poétiques le moyen de révéler plus fortement celle du cinéaste, comme un filtre permet de ne laisser passer que certains faisceaux. L'œuvre poétique du père a aussi une incidence sur celle du fils, en ce que leurs travaux sont semblables sur de nombreux points qu'on aura l'occasion d'observer. Ce n'est donc pas comme simple illustration que la poésie d'Arseny Tarkovsky se retrouvera parmi les pages qui suivront, mais bien aussi parce que le réalisateur ira jusqu'à l'utiliser dans son œuvre. Dans une forêt sans feuilles et sans nom. Elle était détrempée par le lait vitreux et blanc du brouillard. Le long des branches aux cheveux gris coulaient des larmes pures. Dans cet exemple, comment ne pas voir et entendre les séquences de la vie de Maroussia dans le miroir? Comment ne pas les faire résonner dans les images automnales d'une ville dépouillée comme celle de Stalker ou l'atmosphère de l'Italie de Nostalgia? C'est un regard que le poète lègue au cinéaste, une véritable attention aux choses, aux êtres, aux lieux et au temps. Pour mettre en pratique cette méthode, nous avons défini un corpus de films du réalisateur qui ne contient pas la totalité de l'œuvre du cinéaste, mais qui toutefois ne nous empêchera pas de travailler le matériau avec précision et de vérifier nos théories par l'analyse répétée de multiples et diverses séquences. La filmographie choisie prend source en 1972 avec le film Solaris, pour se terminer 14 ans plus tard avec le dernier film du réalisateur, Le Sacrifice, en 1986. Entre les deux, Le Miroir de 1974, Stalker en 1979 et Nostalgia daté de 1983, 3 films qui complètent notre quintet tarkovskien. Ce qui veut dire que nous ne retiendrons pas pour l'heure les 3 courts-métrages connus à ce jour, que sont Les Tueurs de 1956, Il n'y aura pas de départ aujourd'hui de 1959 et Le rouleau compresseur et le violon de 1960, qui auraient pu avoir leur importance dans le cadre d'une autre étude proprement historique, mais surtout, qu'il faudra se passer des 2 premiers longs-métrages d'Andreï Tarkovsky, je veux parler de L', Enfance d'Ivan de 1962 et d'Andreï Roublev de 1966. On légitimera notre choix par le fait qu'il nous semble y avoir un tournant esthétique après Andreï Roublev avec Solaris, une prise de position aussi bien dans la réalisation que dans l'histoire, la manière de composer son cadre et son montage, qui coïncide également avec le choix d'une pellicule couleur, chose inexpérimentée depuis son 3e court-métrage et qu'il utilisera donc pour Solaris jusqu'au Sacrifice, tout en continuant d'utiliser le noir et blanc en l'incorporant au Technicolor. Et la couleur, parce qu'elle permet fondamentalement l'expression de chromatisme dans l'image et qu'elle prend en compte des données visuelles plus fidèles à la réalité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.